La sculpture que vous voyez est toute petite, 15 cm de hauteur et 6 cm de largeur. C'est la Vénus de l'Esplugue. On a appelé en un premier temps par dérision ces sublimes sculptures. Il n'y a pas de progrès en art. Il y a des progrès techniques, il y a des évolutions techniques, mais qu'on fasse une peinture avec le doigt, ou comme le faisaient nos ancêtres du Paléolithique, avec un os écrasé ou des queues d'animaux, ou qu'on utilise un ordinateur sophistiqué, il n'y a pas de progrès en art. Toute époque, il y a des chefs-d'œuvre, c'en est un, et des œuvres moins bonnes. Je vais donc illustrer mon propos par quelques œuvres qui vont parcourir les temps. Je pars donc de la lointaine préhistoire pour arriver à notre époque, sur laquelle évidemment j'insisterai. Cette sculpture évidemment prend ses distances avec la réalité physiologique de l'être humain. Cette sculpture est quasiment abstraite. J'ose dire qu'elle est sublime, ce n'est pas un hasard si je commence par elle. On est tout près de l'abstraction. Le sculpteur a pris ses distances avec le premier degré de la réalité, ce que font tous les artistes. Même quand un artiste crée de l'hyper-réalisme, il prend ses distances avec la réalité. Soit il agrandit un détail, soit il réduit un ensemble, ou il ajoute des couleurs. Mais les artistes prennent distance avec la réalité. La réalité que nous pensons maîtriser, que nous tentons de maîtriser. La réalité que nous structurons par des idées, des religions, des idéologies, des pensées et de l'intellect. Mais la réalité n'est pas tout à fait le territoire des artistes. Ils ont un pied, un œil, une main dans la réalité. Mais ce qui intéresse les artistes, c'est l'au-delà de la réalité, ou l'en-deçà. Philosophiquement, j'appellerais ça le réel que nous ne maîtrisons pas. Personne dans cette salle n'a choisi d'être un homme ou d'être une femme. Personne dans cette salle n'a choisi l'heure de sa naissance. Et nous ne connaissons pas a priori l'heure de notre disparition. Ce qu'il y a au-delà du réel, au-delà de la réalité, c'est le réel marqué d'impensable et d'impossible. La pensée, l'intellect, ne réussit pas à maîtriser tous les aspects de la réalité, laquelle en plus évolue, se transforme sans cesse. Le réel, c'est cet impensable et cet impossible qui va au-delà, et c'est cela qui est l'horizon des artistes. Chaque artiste creuse son sillon vers cet impensable du réel. Et ainsi, l'artiste sollicite en nous des zones mentales qui ne sont pas sans lui sollicitées. Des nappes phréatiques du mental profond, des zones conscientes ou inconscientes qui échappent à ce que nous pensons connaître de nous-mêmes. Et chaque artiste avance dans une direction qu'il ne maîtrise pas. La création s'échappe à la création. Cette œuvre renvoie plutôt à quelque chose de magique. Dans toute œuvre d'art, il y a quelque chose d'un peu magique, d'un peu chamanique. Les sculptures ont précédé de beaucoup l'apparition des images et des peintures. De beaucoup, il s'en faut quelques dizaines de milliers d'années. La sculpture naît de la matière. Jean Anguera, sculpteur, je vais montrer une œuvre tout à l'heure, disait « Je fais ce que la terre me donne ». Alors qu'en peinture, c'est une image un peu intellectualisée. C'est une image qui nécessite l'intellect. Une sculpture est dans l'espace. Une sculpture en tourne autour. Une sculpture structure l'espace, alors qu'une peinture est sur un mur. Et la différence est donc fondamentale dans l'histoire de l'humanité.
Les sculptures sont dominantes dans toutes les civilisations avant que les peintures ou les images ou le dessin, avant que tout cela n'apparaisse. Il faut attendre en Occident le Moyen-Âge pour qu'il y ait une forme d'équivalence en quantité entre les peintures et les sculptures. Auparavant, les sculptures dominent. Elles sont prépondérantes. Je montre un autre exemple d'art de la préhistoire. En ivoire de mammouth. C'est une toute petite pièce d'environ 25 000 ans qui mesure moins de 4 cm. C'est une merveille. J'utilise ces deux exemples pour prouver qu'il n'y a pas de progrès en art. Ces sculptures ne sont pas réellement, ni la première ni la seconde, ne sont pas réellement communicantes. On n'est pas dans une communication d'être à être, on n'est pas même du tout dans la communication. Un artiste n'est pas dans la communication, c'est autre chose qui le porte et qui l'emporte. Il n'y a pas de bouche. Les yeux sont à peine existants. Elle est comme repliée sur elle-même. Sa coiffure est tout à fait visible. Le cou est très long, le cou est modifié, développé, transformé, allongé. Cette petite sculpture est plutôt, comme la précédente, une forme de divinité. Les Vénus, comme on les a appelées par dérision, de manière un peu ridicule, comme on parlait d'art primitif au début du XXe siècle pour s'en moquer. Aujourd'hui, on parle plutôt d'art premier. Le terme art primitif a perdu son sens péjoratif, mais à l'époque, le terme avait une connotation péjorative, ce qui n'est évidemment pas le cas et plus le cas du tout. Ce sont des sculptures magiciennes. Et cet aspect-là, qui existe durant quelques dizaines de milliers d'années, est encore présent dans la sculpture contemporaine, pas nécessairement de manière aussi forte et aussi marquée, mais la notion de sculpture magicienne existe encore, et un certain nombre d'artistes, d'ailleurs, j'en montrerai tout à l'heure quelques exemples, sont encore totalement dans une conception magicienne de la sculpture, un peu chamanique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'apprivoiser les forces de la nature, j'allais dire les forces de l'univers. Une sculpture ouvre les portes de l'univers. Les forces de l'univers qu'on ne maîtrise pas et que l'art tente de maîtriser. À l'époque de la préhistoire, seuls les corps féminins sont montrés. La préhistoire la plus ancienne, je ne parle pas évidemment du néolithique, lorsqu'on est passé 6, 7, 8, 9 000 ans avant Jésus-Christ, et ça dépend évidemment des régions sur Terre, lorsqu'on est passé du paléolithique au néolithique, on a quasiment abandonné les figurations animales qui étaient dominantes dans les peintures. Et il s'agissait, à l'époque de la préhistoire la plus ancienne, d'animaux que l'on tente de manger ou dont on souhaite se protéger. Et on crée dans les grottes, dans le ventre de la terre, on crée des peintures de manière à ce que, de manière totémique, la tribu soit protégée par les forces animales. C'est quasiment une définition de l'art chamanique. Et donc, à l'époque la plus ancienne, du paléolithique, la présence humaine est rare, sauf avec ces Vénus qui étaient quasiment toujours des statuettes de fécondité. C'est-à-dire que la fécondité n'est pas totalement l'apanage des femmes, si je puis dire. D'abord, le rôle masculin dans la procréation était quasiment ignoré. Donc, des entités divines, c'est elles qui donnaient des enfants à la tribu par l'intermédiaire du corps des femmes. Et donc, ces statuettes que je vous ai montrées, la première, celle-ci, c'est une statuette de fécondité. On devine des fesses importantes, un ventre également, avec un équilibre plastique inouï entre le haut et le bas, les deux jambes ramassées en une seule masse, les bras intégrés au corps. Eh bien, il s'agit donc de statuettes de fécondité. En clair, de manière un tout petit peu excessive et théorique, pas de statuettes, pas d'enfants dans la tribu. De la même manière, lorsque les hommes de la préhistoire dessinent des aurochs, des bisons ou d'autres, des animaux,
S'il n'y avait pas ces dessins, pas de nourriture. Donc l'art avait une fonction essentielle, vitale, fondamentale, qui n'est plus tout à fait aujourd'hui. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. En tout cas, à l'époque du néolithique, il n'y a plus de gibier, les hommes deviennent sédentaires, le gibier est remplacé par du bétail, et donc à ce moment-là, pour garder le bétail ou voler celui des tribus voisines, il y a des guerriers, des gardiens et des paysans. Donc c'est l'homme qui devient dominant et la figuration animale disparaît quasiment. Sauf qu'en sculpture, on trouve toujours, encore aujourd'hui, des représentations animales. Donc c'était une petite statuette de fécondité. La tête, je vous dis, mesure 3,6 cm, le corps devait mesurer peut-être 10-12 cm, pas plus, donc en ivoire de mammouth. Jusqu'au Moyen-Âge, donc en Occident, les sculptures sont dominantes et à peu près vers la fin du Moyen-Âge, les peintures, les images prennent le relais. Autrement dit, les sculpteurs sont un peu décalés par rapport à leur époque. Dans toute sculpture, il y a un aspect intemporel. La peinture est davantage liée au temps qui passe. La peinture est davantage liée aux instants qui passent et aux idéologies, aux définitions de l'ego. Alors que dans la sculpture, il y a plusieurs différences fondamentales. D'abord, la matière est première. Même si la matière est travaillée de telle ou telle manière, de manière singulière par un vocabulaire qui n'appartient qu'à l'artiste, la matière est première. C'est-à-dire que l'ego de l'artiste passe un peu au second plan. Et la présence publique de la sculpture, par sa taille, par son format, fait que la dimension intemporelle de la sculpture est première, y compris chez les artistes contemporains. Dans cette salle, dans cette belle salle, avec un assez grand nombre d'exemples, on voit assez bien que les relations à l'actualité sont, si je puis dire, relativement au minimum distancées et quasiment absentes. La sculpture a toujours eu un rôle politique au sens noble, c'est-à-dire la vie de la cité. Les hommes ont quitté les cavernes en instituant de grandes sculptures à l'extérieur. Et les premières grandes sculptures à l'extérieur sont des sculptures, je simplifie un peu, sont des sculptures masculines, je devrais plutôt dire mâles, en offrande aux divinités du ciel, qui étaient des divinités féminines. La domination, si je puis dire, du ciel se cristallise par des statuettes de divinités féminines. Et la présence masculine est seconde. Et dans l'histoire de l'humanité, vous le savez, quelque chose est inversé. Les autels les plus anciens du néolithique étaient des autels sur lesquels les animaux étaient sacrifiés avec du sang qui coulait à travers l'autel pour rejoindre les forces chtoniennes de l'intérieur de la Terre. Et puis, les phénomènes, il y a une inversion à peu près totale. Les divinités du ciel sont devenues masculines, les dieux sont devenus masculins, et les divinités féminines, si je puis dire, sont restées sur Terre. Une inversion totale. Et pour que cette inversion existe, on peut parler de 15 ou 20 000 ans pour que cette inversion s'effectue. Si je fais une petite allusion dans la peinture symboliste dans laquelle la présence féminine est très grande, dans la peinture symboliste des années 1880-1890, la présence féminine est toujours liée à la nature, à la pure nature, et quasiment jamais à la modernité. Il est quasiment impensable de trouver une peinture symboliste dans laquelle on verrait une femme à côté d'un chemin de fer ou d'un bâtiment urbain contemporain. Donc une forme de continuité intemporelle qu'on trouve vraiment un peu en peinture. En tout cas, les sculpteurs sont comme protégés par les aléas du présent ou de la modernité.
il y a en eux une forme de dignité due au dépassement de l'ego, à la présence première de la matière, derrière laquelle l'artiste s'efface en partie, quand même il donne une singularité, évidemment et heureusement, à sa création. Donc les sculpteurs sont plus rares que les peintres, ils sont beaucoup moins connus du grand public, et donc c'est tout à l'honneur de cette exposition que de mettre les sculpteurs en avant. Et ce phénomène est relativement rare. Il n'est pas si aisé de citer des biennales de sculpture, alors que la présence de la peinture est beaucoup plus grande. Nous sommes dans un monde d'images, trop d'images tue l'image, et une sculpture demande probablement plus de temps qu'une peinture pour être profondément regardée. Alors je saute quelques millénaires et je m'approche de notre époque en montrant, par les exemples que je vais donner, l'extrême richesse et l'extrême diversité de la sculpture. Je montre une sculpture de Maurice Legendre. Maurice Legendre était prof aux Beaux-Arts, c'était un ami de Brigitte Terzieff, et il y a une grande sculpture de lui, un arcueil, une fontaine, une magnifique fontaine faite avec des blocs. Les sculpteurs ne craignent pas les blocs, parfois ils les laissent presque intacts. On trouvera tout à l'heure un exemple. Et une des directions possibles de la sculpture, c'est l'œuf originel. L'œuf originel qui va s'ouvrir, qui va se fendre, sans doute s'agit-il de fente qui féminise l'étendue, et cette sculpture gangue, prête à s'ouvrir. J'ai choisi cette sculpture de Maurice Legendre parce que c'est une des directions. Alors je ne pourrais pas quantitativement dire si ça représente 5%, 10% de la sculpture, mais c'est à peu près le cas. Donc j'ai choisi cet exemple de la sphère qui renvoie évidemment à la Terre, au Soleil, à la Lune, à l'œuf originel. C'est une des données essentielles de la sculpture. La sphère, repliée sur elle-même, mais prête à éclore, avec le côté mystérieux que cela suppose. Donc c'est une terre cuite de Maurice Legendre qui mesure environ 60 à 80 cm. Je passe évidemment d'un extrême à l'autre, on comprendrait vite pourquoi, avec au contraire la pure verticalité d'un Giacometti. Alors Giacometti est donc un sculpteur du XXe siècle, famille d'artistes, mais il est relié à l'Antiquité la plus lointaine. Giacometti, donc lui-même, reconnaissait la dette qu'il doit à la sculpture étrusque. Si vous regardez dans un musée ou sur Internet, vous serez frappé par la verticalité des œuvres étrusques, et en ce sens, Giacometti est donc un des très grands parmi les grands de la sculpture. Pour une fois, on n'a pas affaire à un être qui marche, mais une verticalité absolue, avec les bras liés au corps, fusionnés au corps, et un allongement, comme si il se débarrassait de la chair pour dégager le squelette, la trame, l'essentialité d'un corps, avec en même temps une très grande fragilité. Peut-être aussi la couleur d'opacité qui est celle de ces sculptures peut renvoyer non pas à l'éphémère de l'œuvre, mais à l'éphémère de la vie. De la gangue repliée sur elle-même à cet élancement quasiment sans fin d'un personnage qui s'allège de la pesanteur. La sculpture, dans certains cas, joue avec la pesanteur et s'allège. Il y a au fond, pour simplifier, deux types de sculpteurs. Il y a le sculpteur qui harmonise sa sculpture avec l'environnement, c'est d'ailleurs le cas de la majorité des œuvres ici présentes, mais il y a aussi des sculpteurs plus agressifs qui agressent l'espace, qui attaquent l'espace avec des sculptures qui sont comme des couteaux dans l'espace, une relation conflictuelle avec l'étendue. D'autres, au contraire, comme la sphère repliée sur elle-même, on sent bien qu'elle fusionne avec l'étendue. La présence animale est essentielle dans la sculpture de tous les temps. Je peux renvoyer à l'art égyptien,
Chez les Égyptiens, tous les dieux avaient une partie du corps qui était humaine et une partie qui était animale. Et très souvent, ce n'est pas anodin, c'est la tête qui était animale, avec une forme de domination. La tête domine le corps, et ce n'est pas un hasard si les Égyptiens, 2000 ans avant Jésus-Christ, montrent des dieux qui ont une tête d'animal. C'est-à-dire que les dieux, là on est dans une continuité avec la préhistoire, la continuité absolue. Lorsque un dieu a la tête de tel animal, il s'emparait des forces de l'animal en question. Il les incarnait, ces forces-là. Et les sculpteurs du XXe siècle ou du XXIe siècle donnent à l'animal une présence statistiquement plus importante qu'en peinture. Ceci lié à l'aspect intemporel de la sculpture et au fait que la présence animale, le corps humain étant aussi partiellement animalisé, il y a un certain nombre de peintres ou de sculpteurs qui humanisent l'animal ou qui animalisent l'humain, donc dans les deux cas. Alors la sculpture en question, c'est un peintre qui expose, un beau peintre, peintre-sculpteur, Lionel Sabaté. Eh bien, Lionel Sabaté crée des sculptures, en l'occurrence un loup divinisé devant ces présences enfantines qui semblent sacralisées. Il a réalisé il réalise une partie de ses sculptures avec de la poussière qu'il ramasse, qu'il fait ramasser dans le métro. Il amalgame cette poussière avec je ne sais trop quel matériau qui rassemble le tout, et donc la poussière se transforme dans cette présence animale un peu étrange, un peu décalée, un peu fabuleuse, un peu fantastique, avec un respect de la forme animale initiale. On reconnaît donc quasiment aisément un loup. À l'inverse, Pierre Yermia. Pierre Yermia est un sculpteur contemporain qui vit dans la région parisienne et qui stylise, contrairement à Lionel Sabaté, qui stylise donc cet animal et qui le stylise avec une souplesse et une rare élégance. Cela dit, exactement comme je l'ai montré tout à l'heure avec Giacometti qui s'inspire de la sculpture étrusque, Pierre Yermia est influencé par la sculpture néolithique d'une partie de l'Asie, et en particulier de l'Iran ancien. Il est fasciné par ce qu'on appelle l'art de l'Amlach, A-M-L-A-C-H, où les animaux étaient stylisés avec une proximité avec l'art de Pierre Yermia assez forte. Et là encore, on voit que le sculpteur s'intègre à une histoire qui dépasse le temps présent. Alors que si on imagine qu'une peinture soit directement liée à quelque chose qui aurait été créé il y a 2, 3, 4, 5 siècles, on aurait vite fait de crier au plagiat ou à je ne sais trop quoi. La peinture est comme obligée de se renouveler. Bon, c'est très bien. Je veux dire par là qu'il ne faut pas confondre les qualités de la peinture et de la sculpture. Le peintre est davantage lié à l'histoire, le sculpteur prend ses distances avec l'histoire, et lorsque je montre cette sculpture de Pierre Yermia directement liée à l'art de l'Amlach ancien, c'est-à-dire 15 siècles avant Jésus-Christ. Donc on voit que le sculpteur s'inscrit dans une histoire autre que l'histoire ordinaire. La relation entre l'homme et l'animalité est présente dans cette délicate sculpture d'une sculptrice d'origine lituanienne, qui s'appelle Ruta Jusionite. On est partiellement dans l'enfance, avec un corps de fillette ou d'adolescente, avec une blancheur fragile, délicate, et l'animal plus sombre, plus dominant et protecteur. Le lien entre l'imaginaire de l'enfance et celui de l'animalité, de manière également intemporelle, s'inscrit dans cette sculpture de Ruta Jusionite. Sculpteur de notre temps, grand peintre également, je parlais de distinction entre peinture et sculpture pour respecter la spécificité de chacun. C'est un sculpteur et peintre belge, Roland de Volder.
Roland de Volder est un grand peintre, grand artiste, grand sculpteur de notre temps. Il est d'Ostende. Et ce peintre d'Ostende est dans une continuité de quelques très grands artistes belges, tous liés à Ostende et pris dans cette histoire ostendaise. L'océan est tout proche. Ostende est une ville au bord de la mer. Et donc, les légendes et les mythes ont marqué l'histoire d'Ostende. Lorsque je citais les très grands artistes d'Ostende, des artistes d'envergure mondiale, je fais allusion à James Ensor et à Constant Permeke, et d'une certaine manière, Roland de Volder est le troisième. Eh bien, on voit un peu comme en Égypte, je montre ainsi la filiation des temps très anciens, un être humain, une espèce de magicien avec une tête de poisson. Un monstre sacré de notre époque, Lydie Harris, avec une structure monumentale, une immense sculpture, peut-être une petite version fantastique et fabuleuse du petit chaperon rouge. C'est une sculpture immense, sculpture d'immensité, une sorte de monstre. Alors le monstre, presque toujours né de l'animalité, le monstre, au fond, c'est lorsque l'animalité perd ses limites, lorsque l'animalité explose, eh bien l'animal devient un monstre. D'ailleurs, je montre une autre œuvre pour qu'on se rende compte de la taille de cette gigantesque sculpture. Vous voyez que la puissance brute de la matière est présente chez un certain nombre de sculpteurs, c'est même une qualité de la sculpture, oser la présence brute et rugueuse de la matière d'origine utilisée par l'artiste. Il s'agit d'une sculpture de Kate McGuire. On voit comment cette Kate McGuire utilise le monde animal en le transformant complètement. C'est une sorte d'enchevêtrement, j'ose dire très sensualisé, voire érotisé, d'un monde qui oscille entre celui des serpents et des oiseaux. Présence énigmatique et en même temps cet emmêlement extrêmement charnel crée un bel impact. Je montre un autre aspect de la sculpture, un aspect dans la puissance absolue, dans la puissance brute d'un sculpteur turc, Koskun, travaille à la tronçonneuse, d'où sa matière brute, brutale, presque agressive. Pour ces corps immenses, la sculpture fait quasiment 3 mètres de hauteur. Parfois, la sculpture peut donner dans la puissance brute qui s'impose durement dans l'étendue, et c'est une des données de la sculpture qui, évidemment, fait remède au côté un peu fragilisé d'un certain nombre de créations, un peu artificielles ou un peu trop fragiles. Ousmane Sow, grand sculpteur magnifique. Alors dans la puissance, je montre évidemment celui qui est aussi un des très grands de notre temps, un sculpteur africain qui a vécu à Paris et qui sculpte, et il est grand, mais le guerrier Maasai qu'il montre est d'une puissance colossale. En même temps, il rend hommage au monde africain, même s'il vit à Paris. Il était kinésithérapeute et évidemment la connaissance qu'il avait du corps humain donne une présence à la fois fantastique et réaliste à ces grandes sculptures. Herman van Nazareth, c'est un sculpteur sud-africain qui vit en Belgique, et Herman van Nazareth est un sculpteur, lui, encore un peu plus que la moyenne des sculpteurs, si tous le sont, tout à fait intemporel et nourri à l'art le plus archaïque. Là, on n'est pas très loin des statues de l'île de Pâques, par exemple. Et lui aussi, on voit bien comme il prend ses distances avec la modernité, avec ses imposantes et puissantes sculptures qui ne communiquent pas vraiment. Et pourquoi elles ne communiquent pas? On communique avec un autre, on communique avec un être humain, on ne communique pas vraiment avec une divinité.
On ne communique pas vraiment avec un monstre de puissance éloigné de la terre des hommes. Donc puissant et profond respect, quelque chose de magique. On retrouve un peu la puissance d'apparition des premières grandes sculptures du néolithique en hommage aux divinités du ciel. Brigitte Terzieff a créé une espèce de guerriers, des guerriers dangereux qui sont en même temps des veilleurs. C'est-à-dire qu'ils veillent sur les hommes avec une puissance qu'ils maîtrisent et qui leur permet de protéger la fragilité des hommes. Ces veilleurs sont très impressionnants. Ils sont faits d'une sorte de bric-à-brac, de toutes sortes de surgissements belliqueux avec un relief saisissant. Et là encore, une non-communication visible avec les humains ordinaires que nous sommes. Je montre une tête en gros plan d'une sculpture de Brigitte Terzieff pour montrer la puissance d'impact de ces créatures qui peut-être ont commerce avec la mort ou les puissances secrètes de l'univers. Je montre quelques exemples de sculptures monstrueuses. Et quand je dis monstrueuses, c'est évidemment sans aucune idée péjorative. Le monstrueux et l'angoisse humaine vont ensemble. Le monstrueux ne disparaîtra jamais. Et le monstrueux permet justement d'exorciser l'angoisse. Le monstrueux a un rôle en art. Le monstrueux exorcise, évacue, prend en charge. Et ce personnage terrifiant d'Olivier de Sagazan, qui habite à Saint-Nazaire, soit dit au passage, Olivier de Sagazan est un des plus formidables performeurs qui existent sur Terre. Ces performances, si un jour vous avez l'occasion d'en voir une, vous ne l'oublierez jamais. Et Olivier de Sagazan a vécu en Afrique, il est né en Afrique, et il m'a raconté avoir été élevé par une nourrice qui était familière du vaudou. Et cette nourrice familière du vaudou lui a communiqué, directement ou indirectement, quelque chose de cette culture magicienne où les esprits jouent un rôle important dans la vie des hommes et dont il convient de se protéger. Je montre une dernière sculpture terrifique et terrifiante d'un sculpteur de Monténégro qui vit à Paris. Alors là, attendez-vous à quelque chose d'un peu dur. Un écorché, un monstre qui hurle sa douleur d'être. Il s'agit de Zlatko Klamotchak, beau sculpteur, dur sculpteur, mais aussi un très beau créateur de dessins. Alors je montre donc jusqu'où la sculpture peut aller du côté de la monstruosité et de l'horreur d'être, bien entendu avec l'idée qu'il s'agit d'exorciser et de lutter contre. Isabelle Leville, L-E-V-E-E-L, crée des sculptures de petit format qui, elles aussi, ces sculptures, ont quelque chose de rustique, de médiéval, lié à la magie qui dominait avant que l'intellect ne domine le monde. Il y a eu, en Europe et en France en particulier, tout le monde a entendu parler des Lumières. Alors, j'étais prof de philo, les Lumières, ça veut dire que l'être humain a l'idée que l'intellect, le raisonnement, peut et doit dominer la vie des hommes. Avec l'idée que l'homme peut tout connaître de lui-même. Les artistes disent le contraire. Les artistes connaissent et savent l'impuissance de la raison à équilibrer et à dominer la vie des hommes. Et lorsque les États et les lois tentent d'imposer quelque chose de rationnel, on voit bien, ici ou là, et même un peu partout, que c'est extrêmement difficile et que la folie des hommes résiste. Je montre un gros plan où il y a un mélange de délicatesse, de fragilité et aussi d'impossible et d'impensable par rapport au visage humain. Louise Giamari, beau sculpteur de notre temps, invente des créatures et des relations d'une animalité monstrueuse avec des corps humains qui eux-mêmes sont plutôt du côté de l'impossible et de l'impensable. Louise Giamari, beau sculpteur de notre temps, sculpture difficile à voir, sculpture qui marque, sculpture qui laisse des traces, mais encore une fois, on est dans un arrière-monde de l'imaginaire
frôle les zones secrètes. Valérie disait « Il faut entrer en soi-même armé jusqu'aux dents ». Et les artistes sont justement ceux qui ne craignent pas d'aller loin dans l'exploration. Yéphane de Villiers, un des beaux sculpteurs de notre temps. Yéphane de Villiers va dans les forêts et lui-même, il n'a pas d'aide, rassemble, cueille, cherche des fruits, des racines, et il les façonne très très légèrement pour créer un monde avec un monde créé de toutes pièces, un autre monde, un inframonde, un intramonde, tout à fait autre que celui de la modernité et de la technocratie contemporaine. Il retrouve ainsi des racines lui-même. Il aurait souhaité être un sculpteur médiéval, Yéphane de Villiers. J'attire votre attention sur les regards des personnages, les yeux grands ouverts. Eh bien, ces yeux grands ouverts, je montre là encore combien le sculpteur traverse et ou transperce l'histoire. Yéphane de Villiers s'est inspiré des adorants de Tel Asmar. Les adorants de Tel Asmar, 2500 avant Jésus-Christ, chez les Sumériens, contemporains des Égyptiens. Et les personnages créés par les Sumériens, on appelait ça les adorants de Tel Asmar, la ville oubliée, bien sûr, on les a retrouvés, ont les yeux écarquillés vers les puissances du dehors, de manière à mieux communiquer avec ces puissances-là. Je montre un gros plan d'un petit personnage. On voit bien qu'il est entièrement créé par la main et les matières naturelles qu'il a trouvées dans la forêt. Hans Jorgensen, un beau sculpteur qui lui aussi est directement renvoyé avec ses bois flottants, brûlés, avec des personnages exacerbés d'exister, des personnages en tumulte intérieur, avec des petits ou des grands formats. Hans Jorgensen, d'origine danoise, je crois, vit en France et montre un des aspects durs et beaux de la sculpture. Milo Dias. Et remarquez comment Milo Dias utilise lui aussi des matériaux tout à fait naturels, du bois, mais là on n'est plus du tout dans une espèce d'horreur incarnée, puissante, tellurique. On est au contraire dans quelque chose d'une grâce extrême. Là, on n'est pas très éloigné de certaines sculptures médiévales où on voit des danseuses communiquer avec l'humanité ou le monde extérieur, ou communiquer en s'allégeant de toute pesanteur. Blandine de Courtille montre des personnages directement verticalisés, mais fragilisés par cette traversée, fragilisés par cette faille. Donc il y a à la fois la puissance d'élévation de la verticalité, mais aussi cette échancrure, cette faille, cette blessure, les deux éléments en même temps. Assez souvent, une belle création existe lorsqu'il s'agit, pour l'artiste, d'intégrer des contradictions. Alors que, ce que je dis n'est pas péjoratif, le peintre du dimanche, c'est un concept évidemment. Le peintre du dimanche fuit les contradictions, tente d'accéder à une harmonie totale. Alors qu'au contraire, l'artiste véritable ne craint pas d'intégrer des contradictions dans une même œuvre. Et ce sont ces contradictions qui fait qu'on passe d'un plan sur un autre, je veux dire qu'on ne sait pas trop sur quel regard danser, qui fait la richesse de l'œuvre et la polyvalence d'une œuvre. La relation à la nature est première chez cet artiste qui dirige un des très beaux jardins de France en Champagne. Il s'agit de Didier Rousseau-Navarre. Il part de toutes petites graines minuscules, de quelques millimètres. Vous devinez ce qu'il en fait. Il les agrandit. Il respecte totalement la forme initiale, très fluide, très fine. Et donc ces sculptures sont nées de toutes petites graines, donc qu'il transforme en sculpture monumentale. Il s'agit d'une œuvre de Florence de Ponto, qui évidemment a pris des branches, etc., et a créé une sorte d'oiseau ou
d'entités aériennes en apesanteur au milieu des arbres. Toutes ces expositions, elle exige à juste titre qu'elles soient montrées en nature et dans la nature. Polska crée des barques avec des matériaux et très souvent ce sont des barques, j'y reviens par rapport à ce que je disais, ces barques sont impossibles, elles sont impensables, mais ce sont des barques de rêve. Et ce sont des barques de rêve hors de l'eau, et la proximité de la présence de l'eau donne un au-delà d'une très grande poésie, donc dans les sculptures de Polska. Éric Barret part de Lausier. Éric Barret est donc un artisan d'art et un sculpteur, et il ne craint pas de créer de très grandes installations, comme celle-ci, je crois qu'il y en a à peu près une quinzaine de mètres de hauteur, faites en osier, mais elles sont illuminées, avec une couleur qui évidemment rend la sculpture quasiment abstraite, prend ses distances avec la couleur de la réalité, avec les couleurs de la réalité, contrairement à Florence de Ponto ou Polska, et donc cette présence à la fois naturelle et pas du tout naturelle, parce qu'il faut des lumières et de l'électricité. Donc cet ensemble a été montré dans une exposition Lumière à Lyon. Alors je montre une magnifique sculpture éphémère. La sculpture est aussi capable de s'approprier l'éphémère. C'est une sculpture qui est appelée à disparaître. Elle est faite avec du sel. Et en même temps, c'est une vanité. L'éphémère, alors il y a des sculptures de sable, des sculptures de boue, des sculptures de matériaux humains appelées à disparaître. En même temps, c'est lié à la pudeur de l'artiste et à son humilité. C'est une vanité, donc une tête de mort. Aude Bernabé, qui travaille le métal avec un chalumeau, elle est vide, elle brûle, et on est tout près avec elle de l'art des primitifs. D'ailleurs, elle a appelé ces sculptures magiciennes. Aude Bernabé, directement proche des formes primitives de création, on dit singulière aujourd'hui, mais on est encore une fois dans une conception magique avec une vague présence formelle, esquissée et lointaine. Jean-Yves Gosti, sculpteur, tous ceux maintenant dont je vous parle sont des contemporains, qui travaillaient la pierre de deux manières, une partie laissée presque intacte, une autre au contraire plus travaillé, plus ciselé, avec un aspect masque pas nécessairement africain, mais le masque, c'est une stylisation du visage, une simplification du visage, qui fait qu'au-delà de l'éphémère d'un visage, un sculpteur comme Gosti eh bien, crée une espèce de dépassement de l'éphémère de la vie dans ses sculptures, de petits ou de grands formats. Nicolas Alquin ouvre ce que j'appelle l'art totémique. Le totem, depuis la préhistoire, c'était au fond des sculptures quasiment phalliques en hommage aux divinités féminines du ciel, et l'art totémique, à savoir une verticale qui concentre en elle des possibilités de relation avec le monde de l'au-delà. Guy Ferrer a vécu en Amazonie. Vous voyez, j'insiste un peu dans cette conférence sur l'aspect magico-archaïque des artistes. Créer des penseurs, créer des saints, des moines, des penseurs pensifs, plongés dans la nature et en méditation constante. Donc la sculpture comme support de méditation, la sculpture enfouie, en fusion dans la nature. La dure magie d'un sculpteur polonais qui expose souvent en France, s'appelle Robert Sobocinski, et ce sculpteur magico-féerique, ensorcelant, montre des œuvres troublantes, un peu visqueuses, un peu dérangeantes, un peu fascinantes, un peu dangereuses. Le travail des matériaux avec notre amie Anne Boturon, alors c'est de la laine, c'est du coton. Autrement dit, elle utilise un matériau mou avec une structure centrale, évidemment, qui tient l'ensemble, avec très souvent des couples, des hommes, des femmes, avec une nudité pudique, mais
réel, et le matériau, donc de la laine, du coton, je ne sais pas trop, donne une allure fragile, délicate et en même temps sensuelle à ces créations. Christian Lapie habite ces parcs, il en fait par ces grandes sculptures non communicantes, imposantes, avec une présence dominante extrêmement forte, une verticalité sombre. Jan-Erik Eichenberger, lui, il est du côté de Vaison-la-Romaine. Alors là encore, vous voyez cet aspect totémique, toute puissance de l'arbre, avec une taille inouïe par rapport à une sculpture, donc il n'est pas très facile de mettre cette sculpture dans un appartement. C'est bien dommage. Ça montre donc que souvent les sculptures ne sont pas faites pour être en appartement, mais faites pour être dehors, avec la puissance du bois. Les artistes aiment souvent le bois, parce que le bois se rapproche assez bien, je dirais, de la composition de l'être humain. Marc Petit, alors Marc Petit est un des artistes les plus connus, les plus forts de notre temps. Il y a de la fragilité, de la sensualité, de la mélancolie, beaucoup d'émotions naissent de ces sculptures. C'est un sculpteur singulier dans le sens, je dirais, contemporain du terme. Il est question qu'il expose aux yeux fertiles. On est dans un symbolisme contemporain, dans une présence féminine et magique, positive. Ces personnages féminins ne sont pas réellement inquiétants. Bon, ils sont distants par rapport à la norme féminine, mais ils sont aussi d'une complexité, d'une poésie impressionnante. Daniel Chanson. Alors, avec Pierre Riba, on retrouve l'art des masques, on retrouve l'art tribal. C'est fait avec du carton durci, noirci, on a l'impression d'un bouclier, et en même temps d'une sorte de semblance de visage. Chez Pierre Riba, beau sculpteur du côté de Nîmes. Les sculpteurs s'abreuvent aux sources des grandes civilisations. Et j'ose dire plus que les peintres. Il y a une tendance universelle, une sorte de syncrétisme. C'est-à-dire que le sculpteur se nourrit des imaginaires du monde. Ron Ruckrim, il prend de grands blocs qui pèsent 10-12 tonnes chaque bloc et il les incise à peine. À peine la masse est modifiée. Cela dit, la masse en question, elle est tranchée, elle n'est pas laissée telle qu'elle. Et donc il y a ce bloc replié sur lui-même qui ne communique pas, ou à peine, grâce aux petites fêlures qu'il laisse sur le bloc. Donc il y a une fascination pour le pur matériau tout de même modifié, mais à peine modifié. C'est aussi parfois une tendance de la sculpture. Denis Monfleur, il prend un bloc, il le modifie à peine, mais cette modification à peine laisse tout de même apparaître une forme de corps humain, une forme de tronc humain, à peine modifié. Eh bien, on voit comment ce bloc, qui est capable de vieillir avec le temps, avec une modification chromatique, s'impose dans l'espace. On ne peut pas s'empêcher de voir une vague forme humaine, de loin, mais une forme humaine qui résiste au temps, qui sera encore visible dans 1000 ans ou dans 2000 ans. Il y a avec Martin Holbeck, sculpteur belge, qui laisse une partie intacte, tout de même avec un frottement qui lisse la pierre, et une autre partie qui est ciselée. Quelque chose d'énigmatique résiste. En même temps, il y a une lumière qui joue sur cette pierre noire, qui est une pierre belge. Le format n'est pas immense, mais la présence de ce travail, où on sent bien que l'artiste laisse presque intacte la présence de la matière, cette présence est subtile. La lumière joue de manière quasiment sensuelle sur cette œuvre de Martin Holbeck. Le sculpteur Darillo, qui vient de disparaître il n'y a pas très longtemps. C'est un Africain, un site est créé sur lui, un livre vient de sortir. On est dans cet élancement, on est dans ces personnages qui s'étendent, et on est dans l'impensable du corps humain, mais en même temps, quelle délicatesse, quelle finesse, quel élancement dans l'espace de Darillo, L.O. Travail dans l'espace, avec cette sculpture abstraite, nécessairement à voir dans le monde extérieur, de Robert Schad, sculpteur allemand qui vit en France.
une sorte d'ouverture vers l'immensité du ciel, avec cette, en même temps il y a une puissance d'élévation et une fragilité de la matière. François Weil, étrange sculpteur qui laisse quasiment intact le premier degré de la pierre, sauf qu'il relie entre elles 2 ou 3 pierres et il intègre un mécanisme qui supporte la pierre, même la pierre peut peser 2 ou 3 tonnes et il suffit d'un doigt pour faire bouger la pierre. Jean-Claude, alors Jean-Claude, maître en terre travaillée, un des grands artistes qui est présent dans la galerie Capazza, avec des personnages en élévation, c'est une forme de pyramide qui se termine par la tête, pas de couleur. Je rappelle qu'il y a plus de 2000 ans, la plupart des sculptures grecques étaient peintes, donc ce qu'on a un peu oublié, et donc lui refuse la couleur. Il y a donc la présence terreuse, un peu liée à la mort, de ce personnage en méditation qui semble survivre à sa propre vie par la méditation et la paix qu'il crée autour de lui. Jean Anguera dit « Je laisse la terre parler. Quand je sculpte, je me pétris, je me sens incarné. » L'artiste incarné dans la sculpture. Il est clair que la sculpture permet plus l'incarnation que la peinture, plus abstraite et plus intellectuelle. Alors on a affaire à des entités qu'on devine très vaguement humaines, mais tellement attachées à la terre par la fusion de la matière qui s'élève vers le haut, avec une petite fragilité en haut qui ne peut pas nous faire penser à une tête. Sculpture, peinture, sculpteur, dit-il, un peu peintre en tout cas, Bernard Morel, qui travaille le zinc, donc il y a une présence de la matière, travaillée par le temps, très fine chromatique, et en même temps, fragilité d'une matière qui se désagrège, comme si Bernard Morel intégrait le temps, qui fragilise sa matière, avec des nuances de gris, d'une grande subtilité, d'une grande profondeur. Christian Champin, alors on est dans une sculpture drôlatique, on est dans une sculpture emplie d'humour, qui fait penser à l'art singulier. L'ironie chez les artistes singuliers est une manière de se moquer du beau établi, une manière ironique donc de se moquer du beau conventionnel. Et donc une sorte de jubilation due à des récupérations de matériaux. Donc cet artiste singulier, évidemment la forme initiale on la connaît, mais on ne peut pas s'empêcher de sourire, et sourire à notre époque un peu difficile, cela fait du bien. Yurga, c'est l'éternel inguérissable enfance. On ne guérit pas de son enfance, et l'enfance fragile, délicate et fine de Yurga, donc très présente dans cette salle. Marie-Claude Debain, avec un personnage acculé, un peu comme chez Bernard Morel, l'ensemble qui l'entoure est fragile, elle est acculée, fine, sans issue, mélancolie subtile. Et je termine par cette sculpture métallique d'un sculpteur photographe voyageur, Emmanuel Michel, donc la sculpture à la fois mobile et immobile, ce qui fait qu'en sculpture, notre regard peut être arrêté par le temps et peut également voyager sans fin. Merci de votre attention.